La parole est à toi. Voilà, merci beaucoup Philippe, merci pour l'invitation. Donc, je salue aussi tout le monde, hein. Aujourd'hui, comme Philippe l'a dit, hein, j'ai essayé de partager mon expérience et aussi recevoir les vôtres sur les ondes de Kelvin et sur MCO. Comme l'a dit aussi tout à l'heure Philippe, donc ce sont des facteurs qui sont très importants dans le forçage, surtout de la mousson, des céréales intrasaisonnières, mais aussi du climat tropical en général. Donc, c'est des oscillations qui peuvent, par exemple, augmenter les chances d'avoir une situation plus humide ou plus sèche sur les aisselles hebdomadaires à mensuelles. Donc, c'est très important pour, en tout cas, en tant que prévisionniste, de, de savoir en fait identifier en fait ces ondes-là et aussi de savoir aussi comment aussi ces zones modulent la pluie à ces essais-là. On va directement, oh, pardon, je vais revenir. Voilà. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir, c'est de faire en fait, de présenter une carte d'identité des MCO, des oscillations de Marine-Julienne et des ondes de Kelvin. Donc, de voir aussi leur saisonnalité, leurs impacts sur la pluie, mais aussi comment ces ondes-là aussi interagissent avec les ondes d'Est qui sont aussi très importants pour en fait, la mousson africaine. Voilà, donc en introduction, ici, je vous montre la, la, distribution de la pluie de façon saisonnière, c'est un cycle annuel, on peut dire ça. Donc, vous avez la pluie ici en millimètres par jour, et ici, c'est les mois. Donc, si vous regardez ici, vous avez en fait la courbe, la bande rouge, c'est la situation lycée annuelle. Donc, on peut voir par exemple que la pluie démarre, c'est sur le Sahel, donc la pluie démarre vers avril-mai ou fin mai, en tout cas, on peut retenir ça, en tout cas, on a des quantités significatives, et avec un pic vers septembre. Maintenant, ici, les barres représentent, en fait, c'est toujours la pluie, mais c'est la pluie journalière. Donc ici, on peut voir qu'il y a de très fortes fluctuations d'un jour à l'autre. Donc on peut voir que voilà, les barres, la longueur ou la hauteur l'auteur des barres, par exemple, varie par exemple d'un jour à l'autre. Et la courbe noire ici aussi, c'est en fait une situation un peu lissée de la situation journalière. Et on peut voir que parfois on a des pics et il y a des intervalles de 15 jours, entre certains pics 40 jours. Et si on voit aussi pendant l'installation de la mousson, on peut rester parfois pendant une période, par exemple, un peu plus basse fréquence, donc on peut observer des fluctuations un peu plus basse fréquence. Donc, et il faut noter que ça, c'est pas dû au hasard. Donc, ces fluctuations qu'on a, donc journalières et aussi d'autres échelles intrasaisonnières, comme je l'ai montré ici, 15 jours, 40 jours, etc. Donc, c'est pas des choses qui sont dues au hasard. Donc, c'est des fluctuations qui sont en fait forcées pour la plupart par les ondes équatoriales. Donc, c'est pourquoi c'est important de savoir identifier ces ondes-là et de voir aussi comment en fait elles agissent sur la pluie. Voilà, ici, j'enchaîne et je vais vous montrer, je veux juste ici montrer en fait la contribution de ces ondes-là sur la pluie. Ici, on a, sur cette figure, on a deux colonnes. Donc, la première, c'est la période de transition, donc centrée un peu vers avril, je crois, c'est avril. C'est centré vers avril, hein, avril, mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Et la deuxième colonne, c'est quand on est en plein mousson, vers août, septembre. Donc les lignes, ce sont les contributions, c'est des écarts types de pluie associés à chaque onde qui sont représentés. Donc c'est ici, on a la première ligne, on a la contribution de MZO ici.
Ici, on a la contribution des ondes équatoriales de Rossby. Donc là, c'est les ondes de gravité. Là, on a la contribution des ondes de Kelvin et ici, les ondes d'Hess. Donc, on peut voir que, par exemple, il y a une différence au niveau, en termes de contribution. Donc, ici, les ondes d'Hess semblent contribuer plus sur, en tout cas, l'écart type, la variance de la pluie. Et après, suivi des ondes de Kelvin. Mais on peut aussi noter que, par exemple, toutes les ondes contribuent finalement. Et autre chose aussi à nous retenir ici, c'est que même si on remarque, par exemple, si on peut retenir, par exemple, ici une forte contribution des ondes d'Hess, cette forte contribution aussi peut être aussi attribuée indirectement aussi aux ondes de Kelvin, parce qu'on sait que les ondes de Kelvin aussi peuvent exciter les ondes d'Hess. Donc c'est un peu complexe, mais en tout cas, ici, sur cette carte, on montre que toutes les ondes, en fait, contribuent sur la variance de la pluie et que cette contribution aussi présente aussi un cycle. Parce qu'on peut voir ici, par exemple, ce qui est, ce qui est des ondes d'Hess, la contribution est beaucoup plus élevée pendant la période de pleine mousson que pendant la période d'installation. Alors que si on observe les Kelvin, on a tendance à voir l'inverse. Donc, il y a en fait toutes les ondes contribuent et dans ces contributions, parfois, on peut observer une saisonnalité. Ça aussi, c'est important à retenir. Alors, maintenant, on va, s'il n'y a pas, bon, je ne sais pas quel est le format qu'on va suivre. Est-ce je vais continuer, après il y aura des questions, ou sinon on peut m'interrompre. Donc, Philippe peut-être statuer sur ça. S'il n'y a pas de questions, on enseigne sur la deuxième partie. Donc, dans la première partie, on a déjà parlé de on a vu la signature de ces zones-là sur l'Afrique de l'Ouest, sur la mousson. Dans la deuxième partie, on va présenter un peu la théorie de ces zones équatoriales. Et dans cette partie, ici, de façon générale, depuis toutes les études, en tout cas que moi je connais sur ces zones-là, sont basées sur ce qu'on appelle la théorie linéaire des ondes. Donc, c'est une théorie qui permet de décomposer, en tout cas de séparer ces zones-là en fonction du nombre d'ondes, de la périodicité, etc. Donc, cette théorie-là, ici, c'est ce qui est schématisé ici. En général, si vous avez les nombres d'ondes qui sont positifs, sont associés à des ondes qui se déplacent vers l'ouest, alors que les nombres d'ondes qui sont négatives sont associés à des ondes qui se déplacent vers l'est. Et en fonction de périodicité aussi, on peut voir en fait ici, on peut isoler par exemple les ondes de Rossby, on peut isoler aussi les ondes de Kelvin. Bon, il faut savoir aussi que pendant ces ondes-là, cette théorie-là, malheureusement, ne permet pas par exemple, ne prend pas en compte, n'explique pas aussi, les ondes d'Hess et aussi les ondes de Magellan et Julian. Okay, mais de toute façon, c'est très utile. Les gens s'appuient sur ça pour voir, par exemple, la signature des ondes et pour isoler les ondes et voir aussi de façon isolée leurs impacts, etc. Donc, c'est très important et c'est pratiquement la théorie que tout le monde utilise en ce moment pour étudier ces ondes-là. Donc, si ici, au milieu, pardon, à gauche, cette figure, par exemple, montre, par exemple, les ondes, les l'ORR, quand on applique cette théorie-là sur l'ORR, pardon, je mélange l'anglais et le français, sur l'ORR qui est filtré, on enlève tout ce qui n'est pas intrasaisonnier, et puis on applique cette théorie. Donc, on voit par exemple la signature des ondes de Kelvin qui est là, ça c'est les ondes de Rossby, et tout à fait ici en bas, donc avec la périodicité, on a les ondes on peut en fait déduire ici les ondes les oscillations de Magellan et Julian. Donc ça permet en fait si on l'applique en fait sur les variables comme l'OLR, donc on peut forcément, facilement, voir par exemple
la signature de ces zones-là, les isoler et potentiellement étudier leurs impacts sur la pluie. Donc, il faut aussi, l'autre chose aussi qu'on peut noter ici, c'est qu'aussi, il y a la variable OLR. Donc, OLR, pardon, c'est une variable importante pour caractériser ces ondes-là. Donc, en même temps, on explique les techniques, mais on essaie aussi de ramasser un peu sur les variables clés sur lesquelles les gens s'appuient pour comprendre ces phénomènes-là. Parce que l'OLR nous permet en fait de suivre la convection. Et ces ondes-là, souvent, c'est des perturbations convectives qui se déplacent de façon longitudinale dans les tropiques. Alors, toujours, en plus aussi de l'OLR, on peut aussi utiliser d'autres variables, comme ici le potentiel de vitesse. Donc, c'est velocity potentiel en anglais, donc c'est à 200 hectopascales. Donc, c'est aussi un indicateur pour suivre ces perturbations convectives. Et ici, si on regarde bien, ça c'est un diagramme Hofmöller, donc c'est un diagramme temps longitude. Ici, en fait, le temps évolue de façon descendante. Donc, ici, par exemple, ici, si on regarde les isolignes noires, c'est des perturbations qui se déplacent vers l'est. Donc, ils sont associés aux ondes d'MZO. Et on a aussi les perturbations qui se déplacent vers l'est, qui sont associées aux ondes de Rossby. Et les perturbations aussi qui se déplacent vers l'est, mais avec une vitesse beaucoup plus élevée qui représente les ondes de Kelvin. Donc, il faut retenir ici que, en plus aussi de l'OLR, on peut aussi s'appuyer sur le potentiel de vitesse pour faire le monitoring de ces zones. Après, je reviendrai sur le lien entre potentiel de vitesse et l'OLR dans la suite tout à l'heure. Maintenant, concernant la contribution maintenant de ces zones dans la variabilité, donc ici, il est important aussi de regarder en fait dans les slides, dans les premières diapositives, j'ai un peu montré en fait que toutes les zones contribuent et on voyait déjà qu'il y avait une contribution qui n'était pas très égale, donc selon les zones. Mais ici, c'est une analyse beaucoup plus poussée parce que on va voir par exemple la contribution de chacune de ces zones-là, mais aussi à quelle échelle, parce que l'intrasaisonnier, c'est une bande assez large. Donc, il y a des aisselles qui vont, par exemple, synoptiques un jour jusqu'à, etc. Il y a d'autres aisselles beaucoup plus longues. Donc, ici, on va en fait, en plus de voir les contributions, on aura aussi l'information sur ça. Donc, je vais vous inviter à se focaliser d'abord sur cette carte qui est au milieu, par exemple. Donc, en fait, qui est la contribution, la variance expliquée par chacune, pardon, ici, c'est fait une faute, de ces zones. Plusieurs échelles de temps. Okay, donc, on prend pas, on ne moyenne pas l'ensemble intrasaisonnier, on coupe, par exemple, on regarde les détails. Donc, ici, en fait, c'est une figure tirée des travaux de Sulter et al. Donc, il a regardé d'autres aisselles, mais nous, on va se focaliser sur ces trois aisselles-là qui vont nous intéresser. Par exemple, ici, on a, par exemple, les couleurs. Donc, ce sont les contributions, par exemple, des ondes. Donc, cette couleur-là, par exemple, ça, c'est la contribution des ondes S. Les TD, c'est des ondes S, essentiellement. Donc, en rouge, ici, regardons, en prenant ça, par exemple, ici, c'est la contribution des ondes de Kelvin, cette couleur-là. Donc, je suis très nul en couleur, hein, c'est pourquoi j'utilise ma souris. Après, on a la contribution ici des MZO, donc je crois que c'est cette couleur-là.
Après, c'est pas en fait, si vous prenez par exemple cette bande, en fait, ça commence pas ici, hein. Donc, ça commence ici et ça termine là. Donc, si vous voulez en fait voir en fait le pourcentage, la contribution, il faut juste regarder l'épaisseur de la bande. Donc, c'est pas, les bandes sont juste à poser, donc c'est pas parce qu'en fait on a ça en background que ça commence à zéro. Donc, si on regarde ici, on voit que, par exemple, si on est dans des échelles de 1 jour, donc c'est plutôt les zones d'Est qui dominent la variabilité. On a les zones d'Est et les zones de Kelvin, peut-être. Okay. Alors que si on regarde, par exemple, les échelles de 7 jours à 20 jours, donc la contribution des zones d'Est est faible. Donc, c'est plutôt maintenant les MZO, par exemple, et les ondes de Rossby qui dominent la variabilité. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, en regardant l'ensemble de la bande, en tout cas synoptique et intrasaisonnière, on avait l'impression que c'était les ondes d'Est qui jouaient le plus grand rôle. Alors qu'ici, avec cette décomposition, on voit que, bien vrai que si on reste dans les échelles de modulation d'un jour, ce sont les ondes d'Est et les ondes de Kelvin qui dominent. Mais si on suit des modulations hebdomadaires et mensuelles, donc c'est plutôt maintenant les MCO et, par exemple les ondes de Rossby qui dominent la variable. Ça, c'est vraiment une information importante. Là, si on regarde maintenant cette situation ici, par exemple, c'est toujours les mêmes couleurs, les mêmes paramètres. C'est juste ici la saison qui change. Donc ici, c'est la phase de transition. Donc c'est avril, juin, et octobre. Ça, c'est transition début, transition de fin. Donc début mousson et retrait. Oui, Juste, je crois qu'il y a une question. Je t'interromps juste pour la prendre. ok. La première figure. Je crois que c'est quelqu'un de la DMN Cameroun qui veut intervenir. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Ok, voilà, excusez-moi, juste une petite question. Je voudrais savoir si sur un certain espace temporel, je vais parler de l'échelle, on ne peut pas avoir une superposition des ondes. Parce que là, le schéma tel que vous le présentez, vous dites les ondes ont alors leur impact, n'est-ce pas? C'est, je vais dire, les uns après les autres. Je voudrais savoir si on ne peut pas rencontrer des situations où justement il y a superposition. Ah, merci. Merci. Moussa, tu veux répondre ou je peux compléter aussi? J'ai pas bien entendu, mais je crois, si j'ai bien compris, ici, la question c'est est-ce qu'il y a des situations où on peut voir des effets superposés de ces ondes-là, n'est-ce pas? Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est bien possible. Par exemple, ici, cette contribution, par exemple, qu'on attribue, par exemple, aux ondes S, sachant que, par exemple, les ondes S peuvent être aussi modulées ou influencées par les ondes de Kelvin. Donc, ça peut aussi être une influence indirecte. Mais bon, de façon, avec cette analyse, on l'attribue forcément aux ondes S. Donc, c'est un peu la complexité de parce que on peut isoler et regarder les effets, mais derrière, il faudra savoir que parfois, par exemple, une contribution d'onde d'S peut, en fait, c'est pas, peut être aussi due à, parce qu'on a une forte activité, par exemple, de Kelvin, qui, par exemple, déclenche les ondes d'S et qui contrôle cette variabilité-là. La même chose aussi entre MZO et Rossby, parfois on l'a aussi. Donc les ondes les oscillations MZO aussi peuvent parfois déclencher des ondes de Rossby qui peuvent aussi avoir des impacts. Donc c'est vraiment très complexe et parfois, pour l'instant, en tout cas à mon niveau, c'est très difficile de, en fait, je pense que c'est des questions de recherche pour l'instant, en fait, de voir les effets isolés, et ça peut être une question de recherche, et les effets combinés, etc. Oui, Moussa, si je peux compléter. Oui, allez-y. Juste, merci pour les éléments de réponse, c'est ça. Il y avait deux aspects. Donc, c'est vrai que pour c'est pas vraiment ce qu'on cherche à regarder sur ce type de graphe, l'effet juxtaposé des ondes.
Donc pour regarder ça, je pense je pourrais vous en montrer quelques exemples sur les produits un peu dédiés là, à la fin de cette session. Et donc c'est par contre cette thématique de superposition d'ondes, d'accord, c'est plutôt un sujet de recherche. Par contre, on a déjà identifié des configurations en fait de superposition d'ondes qui sont favorables à une forte activité convective. Et justement, Mm. l'intérêt de l'approche MISVA, c'est qu'on a des produits diagnostiques qui permettent de repérer ces situations-là. En gros, tous les jours, il y a plein d'ondes qui se superposent. Ouais. La limite de ce qu'on montre en fait à ta recherche, c'est qu'on a commencé par faire simple, on a regardé comment une onde module la convection. Et rien que déjà sur ça, il y a pas mal à faire. Mm. Donc ça, c'est une première remarque. Donc ce qu'on montrait Moussa à l'écran, c'est vraiment ça, c'est la pluie associée à une échelle spatiale et temporelle typique d'une onde. Donc Mm. c'est assez spécifique. Et la deuxième remarque que je voulais faire, pour rebondir sur quelque chose que tu avais dit, pour le graphe de droite par exemple, si on fait la somme de toutes les courbes qu'on voit, là on arrive au dernier chiffre lorsqu'on superpose les courbes. Donc par exemple sur le graphe à droite 1D, vous voyez on a 50, 40. Ça c'est le pourcentage total de variance de la pluie expliqué par les ondes équatoriales. Donc on peut dire 50% ou 40%, c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça non plus. Le reste de la variance, il est expliqué par la variabilité de la convection à petite échelle, à plus petite échelle. C'est là où c'est justement toute l'interaction entre ondes et convection et les différentes ondes prend place. Mm. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que en fonction des échelles, 1 jour, 7 jours, 20 jours, on voit que c'est pas les mêmes ondes qui pilotent la variabilité de la convection. Par contre, sur l'Afrique, ce qu'on voit pas forcément sur ces graphes, c'est que la majeure partie, en gros 80% de la variance, elle est expliquée par l'échelle entre 1 et 7 jours, et donc plutôt la partie onde d'est. Même si l'onde, même derrière les MJO, sont importantes pour la partie 20, 7 jours, mais elles expliquent malgré tout beaucoup moins de variance de la pluie. Ouais. Merci. Voilà. Je te laisse continuer. OK, merci beaucoup pour ces éclairages. Donc, on peut passer directement sur cette courbe. Donc là, c'est les mêmes paramètres. Donc, ce qui change, c'est juste la saison, les saisons. Maintenant, et si on regarde par exemple les deux saisons, on voit par exemple en termes d'amplitude et aussi il faudra savoir que on peut aussi voir la variation spatiale parce qu'ici on est sur la partie centrale du golfe de Guinée. Là, on est sur la partie est de l'Afrique dans la bande 5, 10 nord. Donc, on peut voir par exemple que sur une même saison, par exemple, en plus de ce que nous venons de dire, par exemple, il y a une variation spatiale, mais si on compare aussi les saisons, cette variation spatiale demeure, cette variabilité spatiale, c'est-à-dire ça change d'un endroit à l'autre, mais si, autre chose aussi, c'est qu'entre les saisons aussi, ça change. Donc, la contribution, par exemple, des ondes baisse est moins importante ici pendant les phases de transition et puis par rapport à la phase en fait, de pleine mousson. Alors, même chose aussi en fait, pour les ondes, pour les MZO et peut-être les ondes de Rossby. Donc, on voit que la contribution, par exemple, est plus importante pendant cette saison que pendant cette saison. Après, bon, on n'observe pas aussi les pics aux mêmes endroits. Donc, ça aussi, c'est important à noter ça. Et aussi, il faut noter aussi que, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que tu me rectifier. C'est des, des analyses qui ont été. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas une décomposition en phase. Voilà, donc on peut retenir ça. Donc on peut retenir que, par exemple, d'une saison à l'autre, la contribution change et la contribution est beaucoup plus élevée pendant la saison, en tout cas pour ce qui est de cette zone du golfe de Guinée. Et aussi, si on est dans les échelles de 1 jour, par exemple, les échelles journalières, ce sont les zones de Kelvin qui dominent. Alors que si on bascule vers les échelles de 7 à 20 jours, c'est plutôt en fait les zones de MCO et des zones de Rossby, en fait, les oscillations MCO et les zones de Rossby qui modulent en fait la pluie.
Donc, je pense que déjà, ça, c'est important comme information à noter. Et, et voilà. Donc, si on passe, par exemple, sur le Sahel, la bande, c'est toujours la même analyse, hein. La bande de 10-15 jours. Donc, on peut voir que si on est à des échelles de 1 jour, par exemple, on peut expliquer, ces ondes expliquent jusqu'à, en tout cas, jusqu'à 40% de la variabilité. Alors, si on est dans les échelles, par exemple, de 7 jours à 20 jours, donc ce pourcentage, par exemple, euh, reste en fait toujours importante, par exemple, sur cette partie-là. Mais si on bascule à l'intérieur du continent, elle devient beaucoup plus faible. Ça aussi, on peut le noter ici. Mais on retrouve aussi les conclusions qu'on avait sur, par exemple, la zone guinéenne en termes de contribution. On voit que, en fait, il y a les zones d'Est contribuent plus sur les échelles journalières, avec les hebdomadaires et autres. Donc, on retrouve plutôt l'oscillation de Madden-Julians et aussi l'autre là, pardon, les zones de Rossby. Donc, ici, on a les zones de Rossby ici qui sont importantes. Par contre, si on est dans ces essais-là, c'est pratiquement l'oscillation Madden-Julians qui module en fait la convection dans ces échelles. Moussa, on a une question ou commentaire de Jean-Philippe. Oui, tout à l'heure j'avais des commentaires, donc en fait c'est Philippe qui a précisé, mais là sur ce slide et l'autre, j'ai un problème avec quelles sont les bandes de fréquences qui sont considérées, parce qu'il y a marqué 1 jour, 7 jours et 20 jours. Et les ondes d'Est, typiquement, c'est 3-5 jours. Donc c'est entre les deux. Alors je voudrais savoir à quoi correspondent exactement ces courbes. C'est uniquement dans la bande 1 jour ou c'est Euh, plus large? En fait, les chiffres indiqués là, euh, c'est pas les bandes de fréquence des ondes, c'est en fait on va dire le lissage temporel considéré pour corréler la variance des ondes à celle des précipitations. C'est-à-dire quand on a 1 jour, on a regardé la variance de la pluie journalière et comment elle est expliquée par les ondes. Quand on a 7 jours, c'est la variance de la pluie hebdomadaire corrélée à celle des ondes, etc. Donc les ondes Ah, d'Est, etc. sont définies comme d'habitude avec leur propre gamme de fréquences. Ce qui est ensuite intéressant ici, c'est que c'est mis en relation avec la variance de la pluie à une échelle donnée. d'accord, d'accord. Donc c'est pas tout à fait ce que j'avais compris. En fait, c'est la corrélation, ce qui explique la variabilité des précipitations à 1 jour, par exemple, qui est effectivement très très forte sur l'Afrique. C'est Hein. ça. D'un jour sur l'autre, ça change énormément. Ouais, ce qui est différent de ce que je croyais. Donc, Ouais, c'est la, c'est l'explication des précipitations par les ondes. c'est ça. Voilà, c'est ça. À une échelle donnée. Ouais. Donc, Et voilà, donc, mais qui n'est pas la variance des ondes. Ben, en fait, c'est la contribution de la variance des ondes à une échelle donnée. Ouais, d'accord. Et la courbe noire, hein, qui n'est pas colorée, hein, elle, c'est le total, le pourcentage de la variance pour 1 jour, Alors, la ou courbe 7 noire, jours. là, tu me poses une colle, je l'ai plus en tête, la légende exacte. Je sais pas si Parce Moussa que peut. dans ce cas-là, si on fait la somme des courbes de 3, on n'arrive pas à 100%. Non. Non, mais de toute manière, c'est ce que je disais, la somme de toutes les variances des ondes n'explique pas toute la variabilité intrasaisonnière. D'accord. Ok, mais ce qu'il y a, c'est que là, il y a un saut entre 1 jour et 7 jours, et il y a de la variabilité entre les deux. Ouais, bon, en fait, là, Moussa a pas montré la 3 jours, mais c'est la même chose. D'accord. voilà, on a délibérément enlevé ça pour se focaliser sur celles-là. Bon, Oui, oui. Je pose cette question parce que, enfin, j'avais pas compris ça, mais par exemple, on dit, et on l'a mis dans la documentation, que les ondes d'Est correspondaient à peu près pendant la saison à 45% de la variance des ondes, de la dynamique et pas des précipitations. Ouais. mm, Voilà. Ce qui mm. est quand même différent. Merci, hein. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Donc effectivement, il a raison. Donc ici, on devait ajouter, en fait, l'unité, c'est des R carrés, donc ce pourcentage de variance expliqué. Bon, les corrélations qu'on élève au carré, après, ça nous permet de voir les pourcentages de variance expliqués. C'est ça un peu l'axe des abscisses, des ordonnées. Voilà, donc sur maintenant la troisième partie, il y a une question, bien, je peux avancer. Ok, sur la troisième partie, maintenant, on va voir, on va se focaliser uniquement sur les ondes de Kelvin et les ondes les oscillations MZO, et puis on va voir en fait les mécanismes de modulation de la pluie. Car ça sera juste une introduction, donc on ne peut pas détailler tout ça dans une seule présentation, mais on va essayer de faire le max. Bonjour Moussa, désolé. Bonjour Oui. à tout le monde. Malheureusement, j'arrive pas à voir où on peut lever la main pour peut-être poser la question. Je suis désolé. Est-ce que je pourrais peut-être poser une question sur la partie que tu viens de dépasser, s'il te plaît? Oui, vas-y. Désolé de t'interrompre. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est Pape Ngor Ndiaye de l'ANACIM. L'ANACIM, oui. Oui, ma question c'est surtout, disons, la différence de contribution quoi, que je vois sur, surtout sur la MJO et l'onde de Rossby, suivant en fait les longitudes quoi. Je vois qu'il y a très peu de contribution, disons, sur, on est dans la bande sahélienne surtout, sur le Sahel central et le Sahel est. Il y a très peu de contribution de ces deux ondes-là, disons la MJO et l'onde de Rossby, par rapport à, disons, à la contribution qu'on a entre 30 et 20 degrés ouest, quoi. Là, on est pratiquement en mer. Il y a une forte contribution de ces deux ondes, contrairement à ce qui se passe au niveau de la bande sahélienne. Y aurait-il une explication à ça? Je peux peut-être filer des hypothèses, déjà sur le fait qu'en fait on a une forte activité au niveau océanique. Je ne sais pas, ça peut être dû au couplage, parce que quand par exemple il y a un fort couplage par exemple avec des SST élevés, donc ça peut en fait faciliter les activités convectives. Et du coup, ça peut se répercuter sur ces signaux-là. Mais aussi, autre chose, c'est la méthode de calcul. Donc là je suis désolé, j'ai plus en mémoire. Est-ce que, par exemple, la méthode de calcul, oui, par exemple, de ces ondes-là, est-ce que c'est, en fait, parce que sur les travaux de Sulte, il s'est basé, en fait, il y avait en fait une position déterminée de référence pour calculer, déterminer la phase des ondes. Donc, cette position est centrée un peu sur le Burkina. Donc, est-ce que aussi les analyses sont un peu sensibles à ça ou pas? Bon, pour l'instant, je peux pas en fait répondre avec affirmative. Il faudra que je revoie en fait, par exemple, ces notes-là. Mais voilà, donc si peut-être Philippe et autres ont d'autres explications, mais c'est vrai que c'est un constat qui est important. Merci. Merci Moussa pour le retour. Merci beaucoup, c'est bien noté. On va peut-être approfondir cet état de fait. Merci. Voilà, donc là, on avance sur le troisième point. On va se focaliser les ondes de Kelvin. Désolé, désolé une minute, donc j'ai... Ok, désolé, donc en fait, il y avait une autre présentation qui était programmée dans la salle, mais c'est pas grave, on avance le temps que l'autre salle soit ouverte, comme ça je vais me déplacer. Mais
Voilà, donc ici, on peut démarrer sur les zones de Kelvin. Les zones de Kelvin, il faut savoir que c'est, comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est les zones qui se propagent vers l'est avec une vitesse qui varie entre 12 et 15 mètres par seconde. La périodicité, ça va de 4 à 15 jours, donc une longueur d'onde qui varie entre 5000 et 15 000 km. Donc, sur leur propagation, donc ici, on voit que, par exemple, ici, il y a fait une situation de convergence dans la partie active de l'onde. Il y a une convergence des vents de surface. Dans la partie inactive, il y a une divergence des vents de surface. Et donc, si ces vents-là déplacent, donc ça affecte si pardon, ces ondes-là se déplacent. C'est bon, hein? Philippe, désolé, je vais c'est juste une minute, hein, je change de salle. Pas de problème.